Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour. Tiens, on est de retour pour réfléchir un petit peu à l'avenir de notre pays. Voilà. Alors, réfléchir en termes industriels, réfléchir en termes... Alors, vous avez sans doute suivi ça ce matin, le baromètre EY qui fait autorité et qui dit que la France est encore le pays aujourd'hui qui attire en Europe le plus d'investissements étrangers. Oui, mais, voilà, il y a quand même un mais, et on en parlera avec Marc Lermite, qui est alors historiquement celui qui monte ce baromètre, et qui a juste, c'est ça qui le rend très intéressant, ce baromètre, c'est qu'il y a un track record, c'est ça qui est toujours très très intéressant dans les baromètres, et puis ensuite on fera un point complet avec Wilfried Galland autour de la macroéconomie. À la fin, je vous rediffuserai en fait l'interview qu'on a fait il n'y a pas très très longtemps, à peu près un mois, du patron de Cégide. Alors je ne sais pas si vous avez suivi ça, Cégide, boîte historique Jean-Michel Aulas, boîte historique du logiciel français. Vous avez un très grand fonds américain qui rentre au capital, KKR, et boum, voilà Cégide valorisé 5,5 milliards de dollars. Là, ça change de dimension. Ça doit donner d'ailleurs une sacrée responsabilité dans l'entreprise. Les mecs, waouh, on est content. Et puis après, tiens, je poserai la question à Frédéric Sanchez. Et après, ça doit faire un choc. Bref, allez, c'est parti, c'est Bismart. Donc Frédéric Sanchez avec nous pour démarrer. Bonjour Frédéric. Bonjour Stéphane. Merci de revenir, parce que mais d'ailleurs on approche de la date anniversaire de Bismart, donc les gens que j'aime beaucoup, ils vont revenir comme ça assez régulièrement. Président de l'Alliance Industrie du Futur, donc tu es le patron, j'ai presque envie de dire fondateur d'ailleurs tellement. Alors FIV, évidemment, est une entreprise qui a une histoire bicentenaire, constructeur de la Tour Eiffel, mais... à un moment, quand on relance à ce point-là une entreprise, est-ce qu'on ne se considère pas comme un petit peu son fondateur, non? Un petit peu... Non, mais je vais je te renvoie à Ricoeur sur l'identité narrative et la construction narrative. Paul Ricoeur. En fait, pourquoi on a sauvé FIV à plusieurs? Parce qu'on n'acceptait pas l'idée de voir cette fantastique dame qui avait participé à des aventures industrielles extraordinaires tout au long du 19e siècle. On n'acceptait pas qu'elle puisse disparaître. Elle était à deux doigts de disparaître. Un journaliste célèbre a écrit « Chronique d'une mort annoncée, relique des maîtres des forges », c'est ainsi qu'on nous qualifiait. Et si tu veux, on s'est dit non, c'est pas possible, on va pas laisser tomber, on va la sauver, et on l'a sauvée. Alors bien sûr, pour la sauver, il fallait changer ce qui marchait pas. Alors, mais c'est une très très bonne image de ce qui va être notre sujet. Donc tu es maintenant à nouveau à la présidence de l'Alliance Industrie du Futur, tu vas nous raconter ce que c'est, mais... tu as sauvé, vous avez, puisque c'est une affaire collective évidemment, vous avez sauvé FIV en la transformant complètement. C'est-à-dire, il n'y a plus de forge. Non, il n'y a plus de forge. Plus de forge. Oui. Il n'y a plus des cerveaux. Il n'y a plus que de ce qu'on appelle de l'ingénierie. Il n'y a plus que de la conception. Conception et assemblage, parce que la technologie, on la garde en assemblant les différents composants, parce qu'il y a tout un savoir-faire lié aux composants et ça permet de protéger le pays, la propriété intellectuelle. Et par ailleurs, dans certaines niches, où la fabrication est un différenciateur, on la garde. On a par exemple en France, dans l'Est de la France, un atelier magnifique qui est au cœur de la révolution de l'hydrogène, qui fournit des échangeurs cryogéniques. Il y a 2 acteurs au monde capables de faire des échangeurs pour produire de l'hydrogène, nous et un Américain qui s'appelle Chart. Et ça, ces échangeurs, ils sont extraordinairement techno et en même temps le savoir-faire industriel et la capacité à les faire chez soi en accumulant, c'est des trucs, c'est aussi gros que ce bâtiment, en accumulant des ondes en aluminium que tu viens braser et qui vont permettre justement de séparer les gaz de l'air. Ces échangeurs, on les fabrique encore dans nos ateliers. On a ouvert un atelier en Chine, mais on reste sur le bas de gamme jusqu'à 60-70 bars. Et d'ailleurs, aucun de nos concurrents chinois n'est capable d'aller au-delà. Or, nous et Chart, on est capable de produire des échangeurs de plus de 100 bars. Mais alors, ça veut dire quoi sur le futur de l'industrie, sur la façon dont tu le vois? Parce que moi, je t'entends et je dis, oui, bon d'accord, dans 10 ans, les Chinois, ils feront ce niveau auquel tu es, toi, aujourd'hui. Peut-être, mais on va continuer à évoluer. En fait, je pense que ce qui fait que l'industrie est peut-être compétitive dans des pays comme les nôtres, il y a 2 conditions. La première, c'est qu'on investisse dans les outils modernes, qu'on transforme ces ateliers. Parce que souvent en France... Donc robotisation, robotisation, machines-outils sophistiqués et autres. Ça, et d'ailleurs on constate, il y a une étude récente d'Agion qui montre que ça crée des emplois. Ça en détruit et ça en modifie au départ, et ça modifie la nature de l'emploi, mais ça en crée dans la durée parce que ça accroît la compétitivité, que ça permet de gagner des parts de marché. Je te garantis, Stéphane, que c'est le cas. Je te rentre dedans parce que c'est l'immense mérite que j'avais trouvé au désormais fameux rapport Gallois. Oui. Ça ne nous rajeunit pas, ça doit être 2013 à peu près le rapport Gallois. Gallois disait, non les amis, l'industrie
sauver l'industrie, ça n'est pas créer davantage d'emplois, c'est pas vrai. L'industrie que l'on veut sauver, on veut la sauver pour tout un tas de raisons, notamment en termes d'indépendance, d'indépendance de production, on l'a bien vu pendant le Covid, de commerce extérieur, mais pas pour des emplois. Attends, Stéphane, je vais te dire. En fait, les deux constats se rejoignent. En réalité, si tu veux sauver l'industrie du passé, ça ne suffit pas d'investir. Si tu investis dans un outil de production moderne, comme le fait d'ailleurs Bruno Bouygues, que tu as reçu récemment, alors tu crées des emplois parce que avec cet investissement et ce CAPEX, tu es capable de faire évoluer tes propres solutions. Bien sûr que, et d'ailleurs, le débat sur la relocalisation dans le cas du plan de relance, on ne relocalise pas des industries qui sont déjà parties, ce serait aberrant. Elles sont parties pour des raisons intrinsèques, manque de compétitivité prix, etc. Mais en revanche, il faut localiser les industries de demain. Et pourquoi il faut les localiser ? Parce que là, on est sur la même ligne de départ. Et dès lors qu'on a un écosystème, parce que Gallois, je te rappelle, disait aussi, baisser les impôts de production, parce que collectivement, on a tous pénalisé l'industrie, et puis il allait jusqu'à dire baisser les cotisations, le prix de revient dans une heure travaillée dans nos métiers finalement est marginal. Donc c'est moins le prix de revient salaire qui a un impact. C'est un faux sujet, ça. Ah oui, enfin pas pour tous. Pas pour tous. Non, mais en tout cas pour l'industrie de nouvelles technologies, l'industrie robotisée qu'on veut construire. Oui, pour nous, oui. En revanche, taxer le CAPEX, ça c'est une connerie. Or, les impôts de production, ils taxent les CAPEX. Et donc, ils te dissuadent d'investir. CAPEX, c'est l'investissement. Voilà, c'est les capitaux pour investir. Voilà, les capitaux pour investir. Et donc, bon, mais tu as raison. Attends, je te dis pas de revenir... Non, c'est le nœud du truc. Je suis persuadé, moi, qu'il y a un sujet autour de l'emploi, justement, parce que notre pays refuse, alors c'est un terme terrifiant parce que c'est des hommes et des femmes qui perdent leur boulot, refuse la souplesse indispensable qu'imposent les rythmes économiques. Et à partir du moment où tu veux à tout prix préserver l'emploi, alors petit à petit tu tues l'industrie. Je suis d'accord Stéphane, mais regarde le groupe FIV. Quand on l'a repris et qu'on l'a sauvé, elle était condamnée, on était 2000 en France. Aujourd'hui on est 4500. Donc on a créé des emplois en France dans l'industrie. Alors tu as raison, pas la même industrie que celle dont on a hérité. On n'est pas resté sur le même modèle et le même schéma, comme je te l'expliquais, sauf sur des niches. Attends, je vais te donner un autre exemple. En l'occurrence, c'est Laurent Burel que tu connais forcément. J'adore Laurent. Plasticomium, extraordinaire. Laurent Burel regardait comment l'industrie automobile américaine s'était sortie de la crise de 2008. L'emploi a été divisé par deux à un moment. Par deux. Oui. Toutes ces boîtes ont été nationalisées. Emploi divisé par deux par l'État américain. Oui. Voilà. Oui. Avant de repartir. Et aujourd'hui, effectivement, il y a plus d'emplois qu'il y en avait en 2008. Oui. Jamais on n'aurait accepté ça. Ah non, alors attends. Et c'est pour ça qu'on n'a plus de production industrielle aujourd'hui en France. Oui, tu as raison. On n'est pas capable. Non, mais face à des crises dures, on n'est pas capable de s'ajuster durement pour des raisons qui sont celles que l'on voit tous les jours, qui sont historiques. Bon. Donc, effectivement, nous, il faut qu'on s'adapte dans la durée, lentement et sûrement. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elle est condamnée. La preuve, on en est un exemple. Il faut trouver les bonnes niches, il faut investir et il faut soutenir l'investissement dans l'outil de production. Et ensuite, eh bien, tu es un entrepreneur qui prend des risques, tu choisis des axes de développement, ça marche pas. Laurent embarque à fond l'hydrogène, espérons pour lui que ça réussira, et je pense que ça réussira, et il va créer des emplois liés au développement de l'hydrogène. Maintenant, s'il était resté... Alors, lui, il ne participe pas mais par exemple, un Bosch qui faisait du moteur thermique, diesel, là, il n'a pas le choix. Bien sûr. Il est obligé de s'adapter, donc de fermer, et puis on va essayer de redéployer. Aujourd'hui, alors, pour le coup, et d'ailleurs, j'en ai reçu ici, une formidable chef d'entreprise qui, aujourd'hui, d'ailleurs, a été éjectée de la tête de son entreprise. On est dans les fonderies, par exemple, aujourd'hui, dans l'Est de la France, qui sont en train, effectivement, de crever de la mutation industrielle. Bien sûr. Oui, mais on est à demander à Renault des chiffres d'affaires garantis, à Stellantis des chiffres d'affaires garantis. Ça, tu as raison, Stéphane. Ça, c'est qu'il n'y a qu'en France qu'on voit ça, et peut-être dans certains pays de l'Europe du Sud. Même l'Europe du Nord, elle, a compris. Les Allemands... Comment on change ça Comment on change ça Par la pédagogie. Oui, je crois par la pédagogie, par peut-être, tu vois, un des axes du plan de relance qui, je trouve, devrait être renforcé, c'est l'axe éducation, formation. On ne forme pas assez nos jeunes, les plus jeunes, je ne parle même pas de formation professionnelle, à l'école, sur des sujets de demain. Sur l'économie, sur les sciences. En mathématiques et en sciences, on s'effondre en France dans les classements PISA ou dans les classements OCDE. Ben, là, il faut qu'on revienne là-dessus. Parce que comment veux-tu faire aimer l'industrie à des jeunes si, par ailleurs, tu ne leur enseignes pas ce que sont les sciences, les mathématiques et autres ? L'Alliance Industrie du futur, c'est quoi, Frédéric ?
L'Alliance Industrie du Futur, alors ça a été créé à l'époque par Emmanuel Macron. Et Montebourg, 34e plan. On était le 34e. 34e. Il y avait 34 plans, 34 axes de la nouvelle France industrielle. Nous, on était le 34e. Macron arrive, il dit tout ça est trop compliqué, j'en fais qu'un, et ça va être l'Alliance pour l'industrie du futur. Et j'y intègre toutes les réflexions numériques, big data, IA, et bien évidemment la cobotique, la robotique. Tout ça, c'était des plans séparés. Bon, et ça a fait du bien. Ça a fait du bien parce qu'on a parlé. On a fait du prosélytisme autour de la digitalisation en disant il faut s'automatiser, il faut davantage acheter de robots. Ouais. On est encore loin du rendez-vous, puisqu'on est à 18 robots pour 1000 salariés industriels, alors que même l'Espagne est à 19 et la Corée, elle est à 87, donc 4 fois plus. Et le Japon, c'est 2 fois plus, et l'Allemagne, mais on était à 14. Donc, on a augmenté le nombre de robots, alors que l'un des... Sur quoi ? Sur les 3-4 dernières années, là oui, sur les 3-4 dernières années. Sur la fin de la période Hollande, le CICE, enfin, etc., le plan, l'offre, et puis tout le début du quinquennat Macron, avant, malheureusement, le Covid, où on crée enfin des emplois industriels. Bon. Mais donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On dit... Ça a marché, on en a parlé, on a fait du prosélytisme. Maintenant, on ne parle pas assez des offreurs de solutions. Et d'ailleurs, Bruno Bouygues rejoint l'aventure, il va être dans le bureau de cette nouvelle Alliance. Ça veut dire quoi, offreur de solutions ? Offreur de solutions, c'est tous ceux qui apportent les briques technologiques qui permettent de produire les produits du futur. La batterie, c'est souverain. OK, donc il va falloir travailler sur une batterie souveraine, non moins lithium-ion. Très bien. À supposer qu'on la trouve, c'est à ACC, donc Saft et Stellantis notamment, d'y travailler. Après, il faudra la fabriquer en Europe, plutôt en France si possible. Pour ça, il faudra que les briques technologies qui permettront de fabriquer ces batteries, elles ne viennent pas de Chine. Parce que sinon, ça veut dire que la souveraineté, on aura raté notre but. Et bon, nous, ce qu'on veut, c'est mettre en avant ces offres de solutions, parce qu'il y en a partout en France, des équipementiers. Mais j'ai beaucoup d'industriels qui me parlent aujourd'hui de solutions. Enfin, Schneider Electric, sans doute, a été un des premiers et il est dans l'aventure, bien sûr. À mettre en avant des solutions. Voilà. Des solutions. Donc ça veut dire que c'est différents produits qui rentrent ensemble dans une solution. Dans une solution. Et simplement, le réflexe, très souvent en France, mais faute de visibilité de ces offreurs de solutions qui sont répartis dans des dizaines de syndicats professionnels, on s'y perd. Moi-même, je m'y perds. Et leur donner de la visibilité et de l'identité, tu penses que ça va permettre de drainer des investissements, c'est ça le sujet ? Oui, j'espère. Alors déjà, donc on a créé une plateforme, on va utiliser 3D Experience d'Assaut. Ils vont venir s'enregistrer sur cette plateforme et on espère que ceux qui vont investir, issus des filières verticales du CNI, là, le GIFAS, l'aéronautique, l'automobile, la chimie, les matériaux, vont venir poster leurs besoins d'investissement et qu'ils iront chercher des offres de solutions avec une obligation de moyens, pas de résultats, parce qu'il faut qu'on soit compétitif. Il faut qu'on apporte la solution, mais c'est en train de démarrer. Alors, c'est plus facile quand il y a un financement et une subvention d'État sur des projets de demain. Sur l'hydrogène, ceux qui travaillent sur les nouveaux processus vont regarder, chercher des... Mais là, t'en as des masses des financements publics, là. Oui, justement. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est plus facile, tu dis c'est plus facile aujourd'hui. Maintenant, parce qu'il y a des masses de financement public. Et donc, c'est le bon moment de le faire. Et on va s'articuler. Et que ce soit fait par le marché et pas par ton 34e plan. Voilà. Non, mais attends, mais moi, c'est pas possible. Tu as raison, mais attends, on ne parlait pas d'industrie avant Montebourg. Alors, il a imaginé ça avec McKinsey. D'ailleurs, je te rappelle qu'à l'époque, l'État a mandaté McKinsey et ils ont sorti 34 plans. C'était très lourd. Voilà. McKinsey non. Montebourg. Mais Montebourg, mais il a au moins parlé d'industrie. Oui, alors, non, mais absolument, tu as raison. Et on n'en parlait pas jusqu'alors. Alors après, il y a eu le rapport Gallois et ensuite, il y a eu l'AIF qui, franchement, a structuré la démarche. Et t'as eu plus de 5000 PME qui ont été quand même auditées, montées en gamme. Alliance et des financières. Alliance pour l'industrie du futur. Pour l'industrie du futur. Voilà, c'est ça. Bon, et donc, la phase 2, c'est l'accès davantage sur les deux grandes thématiques, poursuivre la digitalisation, la transformation, la robotique, mais surtout la décarbonation. Est-ce que, alors ça sort un petit peu, mais j'ai eu beaucoup de témoignages, moi, très favorables en fait à ce qui se joue en ce moment autour du plan de relance, qui est le mal nommé d'ailleurs, parce que c'est un plan de modernisation de l'industrie française. C'est ça. Et globalement, ça marche bien, ça va vite, et ça arrive à cibler les PME industrielles, notamment. Il y en a 2-3 qui sont venus ici, qui racontent des petites histoires à 5, 6, 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, et c'est 200, 300, 400 000 euros de subventions directes, c'est pas des prêts, pour moderniser telle ligne d'assemblage. C'est important, ça marche bien. Ça marche bien, et ça marche tellement bien que, par exemple, sur les enveloppes industrie du futur, elles ont été totalement consommées en l'espace d'un an et demi. On est en train de demander une nouvelle
de 150, 200 millions. On espère obtenir une nouvelle enveloppe. Mais enfin, c'est 200 millions au milieu de 100 milliards quand même. Oui. Il pourrait peut-être te donner plus, non? Oui, mais alors à côté de ça, tu as indirectement, et c'est pas dans l'industrie du futur, mais on en bénéficie avec notre alliance, c'est tout ce que sont les plans de relance liés aux industries de demain, les batteries, l'hydrogène, les nouveaux matériaux. Et tout ça, ça rentre dans mon projet à moi. Enfin, dans le projet à nous. Projet collectif d'une AIF saison 2 ou décarbonation. Je reviens bien. Décarbonation. Comment je réduis l'empreinte environnementale de l'industrie et digitalisation, les deux allant ensemble, parce que la digitalisation est un moyen de décarboner, bien sûr, deviennent essentiels. Bon. Et on rebat les cartes. Mais tu l'as dit d'un mot, il nous reste quelques secondes. Tu as dit, si possible en Europe, et ce serait préférable que ce soit en France. Ouais. À chaque fois, on veut donner une dimension européenne à l'ensemble de ces histoires. Non, mais J'ai l'impression qu'elle n'existe pas dans la tête des industriels, en fait. C'est pas un reproche, c'est rien du tout. J'ai pas d'avis dessus. Moi, je constate. Non, tu as les raison. Industriels, ils ont envie de défendre l'industrie française. Voilà, et donc si possible en France, voilà. Et on va tout faire pour que ce se passe en France. Moi, cette plateforme, elle est ouverte à tous les acteurs, alors y compris filiales étrangères de groupes, filiales françaises de groupes étrangers, bien sûr. Ils créent des emplois, ils paient leurs impôts, donc c'est tout à fait normal. Mais on va bien sûr tout faire pour favoriser. Non, l'erreur serait d'essayer d'aller dans des secteurs qui sont déjà largement dominés par d'autres, notamment en Europe. Si c'est en Chine, il faut qu'on acquiert une indépendance. Il y a des produits stratégiques dont on ne peut pas dépendre de pays aussi lointains, pas parce que c'est la Chine, parce que c'est très loin. Et qu'on voit que quand on a une crise sanitaire, par exemple, mais il peut y en avoir d'autres, c'est dramatique. À un moment, il y a une rupture géographique retrouve toute son importance, et ça devient un obstacle. Et donc, il est fondamental, dans ce cadre-là, d'essayer de réinternaliser, mais encore une fois, et localiser les industries d'avenir dans notre pays. Je ne suis pas en train de parler de relocalisation d'industries qui sont parties il y a 30 ans et qui d'ailleurs sont en train de quitter la Chine pour aller au Vietnam, en Birmanie et ailleurs. C'est un mouvement inéluctable. À la recherche en permanence, il y a des industries. La production de masse, elle cherche à baisser ses coûts par l'effet de volume et donc par des coûts salariaux bas. Mais l'industrie du futur, en fait, et les demandes des consommateurs, c'est de plus en plus de la massification et massification du sur-mesure. Et là, on voit apparaître de nouvelles solutions. Le digital, l'impression 3D. Tout à fait. Donc, et là, c'est un champ considérable qui s'ouvre à des acteurs comme FIV et plus globalement à des acteurs comme Bruno ou d'autres. Il faut donner il faut donner aux industriels toute la souplesse dont ils ont besoin. Moi, je crois bien sûr. Je sais pas, mais parce qu'on revient sur les impôts de production, les baisses de charges. Il faut le faire aussi. Non, mais c'est une litanie, ça. Oui, mais 70 milliards, c'est beaucoup. Par rapport aux Allemands. Où j'admets. Bon, voilà, mais c'est pas que ça. Non, voilà. Tu as raison. La flexibilité, l'agilité. On est dans un monde où il faut être agile, et c'est vrai qu'en France, nombre de process ou procédures se complexifient. Voilà. Mais aussi, il faut changer de mindset culturel. Tu vois, face à un nouveau vaccin, je ne sais pas si on a 2 minutes, mais rapide. Face à un nouveau vaccin, les Américains ont dit chiche. Même un président discutable, franchement, dit à 9 mois, j'aurai mon vaccin. Et nous, Européens, tous. Principe de précaution. Principe de précaution ou rationalité excessive. Il dit, non, mais c'est pas possible. Un vaccin à 9 mois, on l'aura jamais. Et donc, on s'organise pour faire face à une maladie qui va durer plus longtemps, alors que les Américains, eux, ont moins confiné parce qu'ils étaient persuadés que le vaccin allait arriver plus vite. Et c'est cette culture, cet état d'esprit qu'il faut changer. Et ça passe par l'école. Ça passe par l'exemplarité, par des porteurs de réussite, des entrepreneurs, parce que je crois vraiment qu'eux, ils s'engagent. Et puis ça passe aussi par la modification de l'école, de l'éducation. Bon. Voilà. Work in progress. Work in progress, je suis d'accord. Rome ne s'est pas faite en un jour. Frédéric Sanchez, donc le patron de FIV et président de l'Alliance Industrie du Futur. On repart les amis, on repart avec alors une sorte de... C'est le ballon d'or de l'économie quelque part, Marc, voilà, c'est ça. C'est le rendez-vous obligatoire avec le baromètre de l'attractivité de EY. Alors, on a tous... Le président de la République a tweeté, c'est la première fois, non, je crois, quand même que... Non, l'année dernière, on avait pris la première place, et donc, les bonnes nouvelles, déjà, etc. Donc, elle est là, elle est sur ton... Voilà, ça c'est le slide original, EY. La France reste en tête du classement européen, même si elle subit la crise un peu plus fortement que certains de ses concurrents. Donc, après, moi je veux qu'on rentre ensemble dans le dur quand même un peu, Marc.
60% sont des extensions, donc investissements, c'est les investissements étrangers, c'est tout confondu, c'est pas seulement l'industrie. Voilà. 60% sont des extensions contre 22% en Allemagne, 25% au Royaume-Uni. Ouais. Bon, le côté positif de la force, c'est qu'on fidélise. On fidélise beaucoup d'entreprises. Numéro 1, voilà, je ne veux pas bouder mon plaisir. Voilà. Une fois qu'on y est, Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on y est bien, c'est vrai que la France est un pays où on crée peu d'emplois quand on investit venus d'ailleurs. Alors on va donner le chiffre, 34 emplois par projet en France, contre 48 et 49. En ce qui concerne les Allemands et les Anglais. Exactement, et plutôt des extensions. Donc ça reste un peu notre point faible, même un sacré point faible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se débarrasser de l'image des 35 heures et de 15-20 ans de handicaps très lourds qui ont pesé dans l'esprit collectif, dans celui des dirigeants, dans les médias. Bon, pas celui-ci, bien sûr, mais l'image de la France qui empêche, et non pas la France qui permet, elle reste encore un peu présente. Mais donc, parce que c'est une réalité. C'est en partie une réalité. Et puis, une forte épine dans notre pied, c'est le coût du travail. C'est probablement le principal frein à des projets un peu plus amples, un peu plus nombreux et un peu plus de greenfield. Alors, je te fais toute confiance. On n'a pas d'ailleurs précisé la méthodologie du truc. C'est donc d'abord un sondage auprès de toutes les multinationales du monde. Et toi, directement, ou enfin tes équipes, vous avez fait... Je crois que c'est 200 interviews, c'est ça, en one-to-one de dirigeants. 200 interviews de dirigeants de toute taille d'entreprise, toute taille d'entreprise, tout secteur d'activité, toutes origines, parce qu'en fait, il y a des vraies différences entre la grosse multinationale qui nous parle de New York et la PME italienne. Dans les entreprises que c'est ces fameux verbatim qui sont aujourd'hui très très précieux. C'est ça qui donne véritablement le sens. T'es sûr que cette histoire de coût du travail reste encore... Alors, c'est pas plutôt le manque de souplesse globalement, l'impossibilité de faire évoluer le périmètre de son Stéphane, je pense que ça a changé. Ça fait quelques années qu'on se parle. Je pense qu'il y a quelques années, on était dans le portrait très noir, exactement celui que tu dresses encore aujourd'hui, qui est en partie assez vrai. C'est-à-dire que la France est encore un peu complexe, elle est lourde, parfois elle surréglemente au lieu de surinciter. D'accord. Mais les investisseurs aujourd'hui trouvent, ils nous le disent dans ce baromètre, ils trouvent à la France beaucoup plus de mérite. C'est presque une bonne surprise, la bonne surprise de l'Europe pour eux, ce qui leur va bien, parce que c'est quand même la deuxième économie de l'Europe, l'Europe étant la première économie mondiale. Ils sont contents de retrouver un peu la France. Non, évidemment, ils y vont parfois avec grande difficulté, ils essaient de défricher notre millefeuille administratif, ils essaient de comprendre comment on ajoute des règles, ils essaient de comprendre là où on en a enlevé, et on en a pas mal enlevé. Et tu vois, regarde, on va remettre ta courbe en plein écran. Le moment donc où on se croise, donc nous on est la ligne jaune, voilà, c'est ça, on ressort bien, et il y a un moment, on croise tout le monde, là on le voit bien. Vraiment, j'ai l'impression de gars qui se disent « Ah, ça y est, la France est en train de changer ». Puis boum, ah ben non, en fait, non. Alors, en 2018... Regarde le micro, parle dans le micro. Oui, pardon. On dépasse l'Allemagne, on était numéro 3, on était complètement décroché, et le Royaume-Uni, vraiment sur son nuage, le Grand Londres, une fiscalité extrêmement basse, un droit du travail quand même super permissif, et nous, on était au fond sur la réglementation, sur le coût du travail, on était aussi au fond sur l'image, et on redresse, on dépasse l'Allemagne, et en 2019, juste avant la crise, on dépasse le Royaume-Uni. Alors cette année, on garde cette première place. Moi, je pense que voilà. Par peur de Brexit, non ? Comme l'a dit le président Macron, on accroche la deuxième étoile, une deuxième étoile sur le maillot. Donc moi, j'aime bien l'image. J'aurais aimé la trouver. Mais c'est vrai qu'on baisse un peu plus que les autres. On voit que c'est encore un peu friable, un peu fragile. Non, mais parce que tu as été toi beaucoup plus sincère dans ton titre que j'ai pas pu reproduire parce que pour des problèmes techniques, ça faisait trop de caractères si tu veux tout savoir. Toi, tu dis la France dans la course. Oui. C'est-à-dire que tu as bien conscience qu'en fait, on s'est fait rattraper par le peloton. On y a une compétition de la relance. Il y a une compétition pour la reprise de l'activité. Il y a une compétition entre les pays. Il y a aussi une compétition, une sorte de course intellectuelle aussi et très technique sur base de fiscalité, sur base de marchés qui reviennent ou qui ne reviennent pas, de consommateurs qui retrouvent le chemin des points de vente ou pas. Donc une sorte de course assez frénétique en ce moment, là où on se parle, en juin 2021, pour essayer de retrouver de l'investissement, pour essayer de retrouver de la croissance. De la part des pays qui essaient d'attirer ces investisseurs, c'est pas rien, parce que je te le rappelle, en France, 20 000 entreprises, donc 1% des entreprises en France, qui pèsent 30% des exportations et 20% de l'innovation, 20% de la R&D des entreprises. Tout à fait. C'est des forces motrices assez ça, c'est les investissements étrangers. Ça, c'est les investissements étrangers. Absolument. Alors évidemment, en 2020, donc l'année de la crise, on baisse, on fléchit un peu plus que nos concurrents. Pourquoi ? Il y a une raison structurelle, c'est pas la gestion de la crise sanitaire. On aurait pu penser, les dirigeants ne nous ont pas dit, on aurait pu le penser, c'est une hypothèse, on cherche la petite bête chez EY, que les investisseurs nous
dirait les Français ont mal géré les confinements, les couvre-feux, le vaccin, etc. On aurait pu penser que les mesures de soutien économique, le plan de relance, étaient jugées, ok, bof. Non, au contraire, sur le plan de relance économique, bon niveau, voilà, on a fait le job et on a mis les moyens. Bah oui, vu la masse de pognon déversée, là, il manquerait plus qu'il morde. Pourquoi est-ce qu'on fléchit, Stéphane? Ce qu'il faut le dire, c'est que pourquoi on fléchit? Parce que les investisseurs internationaux, qu'on va chercher depuis 30, depuis 40 ans, sont très présents dans l'automobile, très présents dans l'aéronautique, très présents dans le tourisme. Alors, ils travaillent pour PSA, pour Renault, pour Airbus, donc pour tu Accor, penses que etc. c'est conjoncturel? Moi, je pense que c'est conjoncturel. Je pense qu'il y a une vraie course en tête. Et ce hochet, si on écoute mes camarades au Royaume-Uni, là, qui en ce moment sortent leur baromètre de l'attractivité du Royaume-Uni, ils sont piqués au vif de ne pas retrouver cette première place qui, de leur point de vue, leur revient. Oui, enfin, ils se sont pris le Brexit entre-temps. Moi, je suis sidéré des chiffres et de la résistance en fait, du UK. Ah, absolument, absolument. C'est assez... mais c'est dingue. Ouais. Mais ça s'explique par pas mal de choses. D'abord, un deal à la fin de l'année qui, à partir de septembre-octobre, n'inquiétait plus trop les entreprises parce que c'est un bon deal. De part et d'autre de la Manche, on dit que c'est un bon deal. Deuxièmement, il y a eu l'éviction des implantations industrielles et une partie des banques qui se sont réorganisées. Cette éviction, elle avait déjà eu lieu en 2017, 2018, 2019. Donc ça, c'est fait. Et il faut reconnaître, les gouvernements britanniques ont pivoté la promesse en fait aux entreprises internationales en disant on veut garder les entreprises du numérique à tout prix. Elles sont toutes restées à Londres. On veut garder le maximum de banques. 92-93% des banques et des effectifs bancaires sont restés dans le Grand Londres. Pour l'instant, ça peut changer, ça peut s'effriter. Et on veut garder de la recherche à Oxford, à Cambridge. Voilà. Donc, ils ont absolument Build Back Better. C'est leur France Relance à eux, c'est leur plan à eux. Ils ont essayé de mettre les moyens, de rassurer. Ils ont maintenu une fiscalité basse. Ils remontent un tout petit peu l'impôt sur les sociétés temporairement, mais ils ont maintenu une fiscalité. Tiens, on va regarder. Alors, justement, ce qu'ils disent, c'est ça qui est intéressant. C'est dans les verbatims. On va voir l'autre slide. Voilà. Laquelle va le plus accélérer dans les 3 prochaines années. Donc ça, c'est ce que te disent les patrons que tu interroges. Digitalisation des services, attention portée au développement durable, au changement climatique. On est OK. Mais derrière, tout ce qui est sensibilité accrue, c'est surtout nouvelle géopolitique de l'investissement. Ouais. C'est-à-dire tout ce qui viendrait, tous les messages, tu sais d'où je veux en venir, crédit d'impôt recherche, etc. Tous les messages de fragilisation de cet élément-là sont des messages qui peuvent nous faire très mal. Du coup. Oui, et Stéphane, on a encore énormément de nettoyage à faire. On n'est pas au niveau. La France reste encore, coût du travail, 20% plus cher que la moyenne européenne, 40% plus cher que le Royaume-Uni. Ça, c'est le prix catalogue. Ça, c'est la réalité. Mais les éléments aujourd'hui qui jouent le plus pour accélérer cette transformation technologique qui est vraiment partout, omnidirectionnelle, c'est les marchés, c'est le télétravail, c'est l'innovation, c'est les process, l'automatisation, ça c'est numéro 1. Ensuite, pour accélérer, transformation qui est très complexe, mais dans laquelle tout le monde est, parce que les consommateurs la veulent, parce que les collaborateurs nous poussent à le faire, parce que les agences de notation financière, les investisseurs le veulent, c'est la transformation environnementale. Absolument. Et pour le faire, on a besoin de conditions économiques qui vont permettre de financer, de faciliter, d'accélérer tout ça. Donc c'est vrai que alors que l'impôt sur les sociétés va probablement perdre un tout petit peu de son rôle d'arbitre des localisations, puisqu'on va, avec la réforme de l'OCDE, un impôt minimum, donc sans doute une sorte de convergence et beaucoup plus de transparence. C'est sur tous les autres éléments, de la règle, de la fiscalité, du service aussi aux entreprises, du service donné par l'administration. C'est là-dessus que ça va se jouer. Marc, ils veulent avant tout de la stabilité, ces gens-là. Voilà. Oui, et on leur en a donné. Oui, exactement. On leur en a donné depuis 2017. Notamment crédit d'impôt recherche. Là, il y a encore une étude, je crois que c'est le Conseil d'analyse économique. France Stratégie. France Stratégie, voilà. Mais le prix de la stabilité. Exactement. Depuis 10 ans, crédit d'impôt recherche, on ne bouge pas, les règles, et à peu près pas le montant. Impôt sur les sociétés, en 2017, on dit on va le réduire, on va passer de 33%, qui était pratiquement record du monde, à 25% en 2022. Malgré la pression des budgétaires ou la pression budgétaire, on maintient le cap de réduction de l'impôt sur les sociétés à 25% en 2022, alors que quelques autres pays, pas des moindres, le Royaume-Uni, les États-Unis, le remontent. Oui, mais le remonte pour et moi, je pense que c'est bienvenu, un peu moins de fiscalité, et bien vu. Surtout, bien vu. Enfin, pardon, mais l'info de ces dernières heures, c'est quand même que Biden est en train de renoncer à remonter l'impôt sur les sociétés pour que les Républicains lui accordent son plan massif dans les infrastructures. La négo est compliquée, et sans doute que Boris Johnson va trouver, et que l'administration fiscale britannique va trouver quelques aménagements sur les assiettes, sur les bases fiscales des entreprises. Mais on donne de la stabilité, on manifeste de la constance, on respecte les engagements. Je ne dis pas qu'on ne le faisait pas avant,
Mais maintenant, le fait savoir, ça se sait que la France ne fait pas de rétroactivité, ne fait pas d'instabilité. Je pense que ça, c'est super important. Voilà. Formation, infrastructure, ça reste la base. Oui, parce que la base de la base. Faut pas l'oublier, c'est la base. La France, c'est d'abord un pays de super compétences. Pour trouver de la productivité malgré le coût du travail, il faut des compétences agiles, créatives, des gens qui bossent beaucoup. Statistiques européennes montrent que les Français sont soit numéro 1, soit numéro 2 de la productivité. Ceux qui bossent beaucoup. Bossent beaucoup. Ceux qui bossent beaucoup. Beaucoup de gens bossent beaucoup, Stéphane, évidemment. Pas que dans la presse, et pas que dans le conseil. Non, mais absolument. Donc ces compétences, il faut, et c'est ça un des principaux défis à l'œuvre pour nous, c'est que ces transformations technologiques environnementales, elles vont se faire en faisant bouger des millions de compétences, de cycles de formation dans les entreprises, dans l'éducation nationale, dans l'enseignement supérieur, la formation professionnelle. Ça s'invente pas. Les métiers de demain, il faut les trouver. Probablement un peu plus de mobilité géographique aussi. Si on pouvait avoir un peu plus de mobilité géographique, il y a des bassins d'emploi qui manquent d'emploi et il y a des bassins d'emploi dans lesquels les taux de chômage sont partis complètement dans les tours. Donc il faut qu'on travaille là-dessus. Infrastructure, ça reste un de nos points forts. On sait que l'hôpital a été mis à mal, on sait que l'éducation nationale est sous tension, mais on a quand même des infrastructures, c'est le prix de nos impôts, on les paye. J'ai presque envie de dire en termes de message que l'État se concentre là-dessus. Oui, sans doute. Voilà, que l'État se concentre là-dessus. Accélère la 5G. Et qu'il laisse les entreprises bosser. Bien sûr. Bon, merci Marc. Merci Stéphane. Marc Lermite, donc partner EY sur Bismart. On repart, les amis. On repart avec Wilfried Galland. Salut Wilfried, stratégiste, Montpensier Finance. J'ai été regarder la capitale de la Sachsen-Anhalt. Oui. C'est Magdebourg. C'est Magdebourg, oui, voilà, c'est ça, exactement. On est au cœur de l'ex-Allemagne de l'Est. Légèrement à l'ouest de Berlin. Mais au cœur de la Saxe, alors. Au cœur de la Saxe, au cœur de l'Allemagne de l'Est. Oui. Et donc, toi, tu as... c'est un petit message que tu as envoyé sur les réseaux qui m'a intéressé, c'est-à-dire... tu penses que la large victoire de la CDU, le parti d'Angela Merkel, enfin en fait de son successeur maintenant, donc dans ces plaines de Saxe, est en partie due au fait que les Allemands ont commencé à siffler la fin de la récréation sur l'expansion monétaire et le soutien aux économies européennes. C'est-à-dire que depuis un certain temps, la position d'Angela Merkel est quand même très très contestée. La position d'Angela Merkel, c'est... surtout pas de vagues. Il est important de montrer aux autres copropriétaires de la maison euro que nous sommes prêts à prendre toutes nos parts dans le paiement des charges. Il n'y aura aucun problème. En particulier Wolfgang Schäuble, l'ancien ministre des Finances, mais désormais président du Bundestag, tout de même, écrit une lettre ouverte dans le Financial Times, tout de même, un média quand même qui est très regardé, en disant la stabilité sociale européenne dépend du retour de la solidité fiscale et de la rigueur germanique. Donc n'opposez pas les deux. En fait, nous sommes les garants, non pas uniquement d'une rigueur budgétaire un peu aride et qui ne comprendrait pas les attentes des peuples. Non, nous sommes garants de ce que les peuples attendent réellement, c'est-à-dire de la stabilité. Et s'il faut manier, et je cite ces termes, la carotte et le bâton, nous invitons l'Europe à le faire pour garantir justement les équilibres financiers. Et là, on sent que le parti CDU est en train de revenir à des fondamentaux qu'il avait quand même largement quittés. C'est-à-dire dire, bon, on est prêt à payer, mais à un moment donné, il faut que les copropriétaires sachent que profiter de la piscine sans payer, à un moment, ça va 2 minutes. Ouais. Et là... Même, on va vider la piscine, quoi, les mecs. Voilà. Il faut retourner au boulot, quoi. Voilà, exactement. Il faut retourner au boulot. Et quand on regarde l'état dans lequel l'Europe sort de la pandémie, on a 14 pays du Nord qui ressortent avec, globalement, 60-70% de dette sur PIB. 14 pays du Nord. Voilà. Et globalement de l'Europe, pas de la zone euro, l'Europe. Et on a 7 pays du Sud qui ressortent avec plus de 100% de dette sur PIB. Même 5 pays du Sud, si on le resserre un peu, avec plus de 110%. Nous, on est à 120, nous, on est entre 115 et 120, ouais. Donc la France, on est à 120, les Pays-Bas sont en dessous de 60. Ils sont en dessous de 60, ils sont à 55. Ils vont sortir autour de 70, 68, 70 et ils vont retourner à 60. Et donc tu penses que là, en fait, il y a un risque de fracture ? Là, il y a un véritable risque de fragmentation. C'est-à-dire, j'avais même appelé ça la guerre de sécession qui vient. C'est-à-dire que la sécession américaine est venue, il faut s'en souvenir, de problématiques fiscales, de problématiques financières. Là, on commence à atteindre, je pense, les limites
en particulier pour l'Allemagne, du modèle européen qui nous dit « vous inquiétez pas, la Banque Centrale Européenne est là pour tout financer ». Et là, l'Allemagne commence à dire « oui, mais moi, j'ai 4% d'inflation ». Et quand je dis « moi, j'ai 4% d'inflation », ça veut dire que, par exemple, la Grèce, elle est toujours en inflation négative. Mais l'Allemagne a 4% d'inflation. La France a un peu plus de 2%. La France est dans la moyenne. La France représente la moyenne de la zone euro, mais l'Allemagne est à 4. Donc, ça veut dire, pour être clair, hein, à 4, elle demande à ce qu'on remonte les taux d'intérêt pour pas passer en sursaut. Alors, sans aucun... elle sait très bien que dans les 4%, il y a aussi l'arrêt de la baisse de la TVA qu'ils avaient prise et qu'à un moment donné, il fallait effectivement... Oui, ils ont fait une baisse temporaire de TVA pendant le exactement. Covid. Mais clairement, même si on défalque la baisse de la TVA, on est quand même bien au-dessus des 2% en Allemagne, clairement. Et l'Allemagne, l'inflation, c'est très important parce que c'est un pays vieux. Tu vois une accélération de l'inflation en Allemagne plus rapide qu'en France, par exemple? L'Allemagne est confrontée en particulier à des pénuries de main-d'œuvre qui commencent à être très très sévères dans beaucoup de secteurs. Plus les pénuries qu'on connaît sur les secteurs industriels, mais ça, tout le monde les connaît. Elle est particulièrement exposée sur la partie industrielle, hein, c'est très clair. Mais sur cette partie, justement, main-d'œuvre, l'Allemagne a véritablement des problèmes Et là encore, expliquons-le, c'est quand ça passe dans la fameuse boucle prix-salaire, c'est quand ça passe dans les salaires qu'on parle réellement d'inflation. Exactement. Quand on regarde, par exemple, les indicateurs avancés, les fameux PMI, quand on regarde, il y a un indicateur pour le secteur de la construction. Quand on regarde le dernier indicateur PMI en Allemagne, il est sorti, certes supérieur à 50, mais beaucoup moins important, beaucoup moins fort que ce qu'on pensait. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a un véritable problème de pénurie de main-d'œuvre dans des secteurs très porteurs. Et que ça freine la construction. Et donc, ils nous disent, attention, si vous n'arrivez pas à calmer tout ça, on va risquer d'avoir une inflation. Et le point de chat bleu, c'est s'il y a de l'inflation, alors on a de la perte de crédibilité de la monnaie se dévalue, et ça veut dire que globalement, la zone euro s'appauvrit. Et nous ne voulons pas être ceux qui sont à l'origine de l'appauvrissement de la zone euro. Le raisonnement, en particulier pour un pays qui dépend beaucoup de l'épargne, qui dépend beaucoup d'une il est implacable. D'une démographie un peu compliquée, est implacable. Implacable. Et on l'avait oublié parce que la pandémie a fait que tout le monde s'est retrouvé dans le même état. Donc tout le monde a dit « ok, pas de problème, quoi qu'il en coûte, on y va ». Là, ça commence à être plus compliqué. Alors tu m'as dit ça, et est-ce que tu fais le lien avec les toutes dernières déclarations d'Emmanuel Macron et du gouvernement français sur la réforme des retraites? Oui, clairement. Et voilà, c'est ça. Clairement, c'est-à-dire que là, il faut donner des gages. C'est-à-dire, il faut dire, on a bien conscience qu'on nous a énormément aidés et qu'on est prêt d'ailleurs sur 2022 à faire preuve encore d'une certaine mansuétude. Quand on voit le commissaire européen au budget, l'extrêmement rigoureux Valdis Dombrovskis, qui est quand même la voix des pays frugaux, hein, c'est le laiton Dombrovskis, c'est clairement la voix des pays frugaux, qui dit « j'ai bien compris que ce n'était pas pour 2021, ni même pour 2022, le retour aux équilibres et qu'il fallait travailler sur plus tard ». C'est aussi un gage donné à la France pour dire « on a bien compris, maintenant présentez-nous un plan » qui nous permettent, à partir de 2022, de montrer quand même que vous êtes sur un schéma qui recommence à être un schéma crédible. Et donc, ça veut dire qu'ils vont revenir avec leur fameux 3% de déficit. Parce qu'il y avait toute une réflexion que moi, je trouve très intéressante et pour le coup parfaitement fondée. Ouais. Qui est non plus de prendre le stock, enfin le déficit budgétaire par rapport au PIB, mais de voir combien cette dette nous coûte. Voilà, c'est ça. Or, elle nous coûte de moins en moins cher. On le sait, on l'a beaucoup décrit, elle s'aggrave. Donc ça veut dire que l'ensemble de ces nouvelles lectures autour des déficits, tout ça, ça va être balayé. Je pense qu'on va avoir d'une certaine façon une nouvelle lecture, mais qui va peut-être pas être autour de la lecture du coût nominal de la dette, mais plutôt autour de la composition des dépenses. C'est-à-dire que retour à un certain nombre de fondamentaux européens, c'est-à-dire c'est quoi votre véritable déficit conjoncturel et c'est quoi votre déficit structurel? Qu'est-ce qui finance réellement des dépenses d'avenir et qu'est-ce qui fait qu'en fait, on finance votre train de vie? Ouais, voilà, c'est ça. C'est véritablement le sujet. Et effectivement, au cœur du modèle social français, il y a 14%, c'est les retraites. 14% du PIB, pas 14% des dépenses sociales. Voilà. 14% du PIB, c'est les retraites. Donc clairement, si on ne s'attaque pas à ça, si on ne montre pas qu'on est sérieux sur ce sujet-là, alors on va avoir des problèmes pour avoir l'autre partie de l'argumentation que tu développes très justement et dire « Ok, mais laissez-nous quand même du temps parce qu'on sait bien que les taux de la zone euro
n'arriveront pas à 5% tout de suite dans 3, 4, 5 ans. On sera ruiné avant les 5%. Voilà. Déjà à 2 ou 3. Déjà, si on est à 3, on sera déjà pas bien. On sera déjà pas bien. Clairement, 1% de plus, c'est 25 milliards par an. Sur la totalité de la dette, on a quand même on a une maturité à 7%. C'est pour ça d'ailleurs que, je ne sais pas si tu as lu ça, mais les économistes de l'école de Toulouse, Augustin Landier, David Tesmar, disent la France en fret devrait maintenant saisir l'occasion de payer sans doute un tout petit peu plus cher, mais de s'endetter à 20, 30, 40 ans. Et d'allonger la maturité. D'allonger la maturité pour écarter justement cette pression qui pourrait arriver assez vite si jamais les taux d'intérêt devaient remonter. En fait, ça c'est effectivement nécessaire. La question, c'est qu'on ne peut pas faire ça, par exemple, pour le déficit du budget annuel. Le budget annuel doit être financé tous les ans. Tous les ans, ça fait partie de la loi de finances et ça fait partie des règlements de bonne gestion. Donc oui, ça nous donnerait du temps, mais non, ça ne nous permettrait pas de ne pas donner de gage sur le fait qu'on est conscient de la situation et que la croissance revient. Tout le monde est content. Tout le monde, je pense, est soulagé du fait que ça a l'air de fonctionner. La croissance revient, la pression épidémique baisse, les vaccins fonctionnent, formidable. Maintenant, tirez-en les conclusions. Tout le monde nous a aidés. C'est le moment de se projeter réellement vers l'avenir. Pas pour dépenser encore plus et creuser encore plus les déficits. Et ça, les Allemands sont là pour nous dire bon, on a toujours été derrière vous, mais là, il va falloir quand même changer, quoi. Et donc, la réforme des retraites, le sujet, c'est pas les retraites, le sujet, c'est Schäuble. Le sujet, c'est Schäuble. Ouais, voilà. Ouais. Le sujet, c'est Schäuble, et le sujet, c'est la future CDU. Bon, et donc, celui qui tout à coup s'est réveillé milliardaire, non, je plaisante, mais donc le patron de Cégide, qu'on avait reçu, alors c'était le 4 mars dernier. Là, donc, KKR est entré au capital de Cégide, valorisation 5,5 milliards de dollars. Mais il faut dire que Pascal Houillon a des perspectives solides. Il nous les dévoilait donc il y a quelques semaines. Bon, on repart justement avec l'un des moteurs de cette reprise, en l'occurrence Pascal Houillon qui est avec nous. Bonjour Pascal. Bonjour. J'ai mis au cœur de la transition numérique, donc CEO de Cégide. Idée de chiffre d'affaires, plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais, on est à peu près à 500 millions l'année dernière, oui. Une belle croissance sur les dernières années. Il y avait un plan qui vous mettait à 700 millions d'euros de chiffre d'affaires fin 2021. Quand on s'est vu il y a quelques années, j'avais dit effectivement qu'au bout de 4 ans, on serait à 700 millions. Ouais. On va aller toucher fin 2021, début 2022. Mais en faisant des acquisitions alors. Moitié en organique et la moitié en faisant des acquisitions. Ça veut dire qu'en organique, ça marche très fort. Mais justement, on va en reparler, mais juste parce que c'est des chiffres. Moi, j'aime bien. Je parle sous ton contrôle, évidemment. 2 millions de déclarations fiscales, 4 millions de bulletins de paie, 75 000 magasins clients sur votre division retail, on va en parler, logistique et tout, parce que je pense que là, il y a des sources de rebond et 300 000 petites entreprises qui travaillent sur votre marché Ma Petite Entreprise d'ailleurs. Oui, on a changé le nom il y a pas bien longtemps. Oui. Est-ce que tu vois dans l'ensemble, parce que là, tu es partout, une accélération justement de cette envie de digitalisation des entrepreneurs ? Oui, bien sûr. On aurait pu parler des 10 millions de factures qu'on digitalise tous les mois. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, avec la Covid qui est arrivée, il y a eu un coup d'accélérateur. Il y a des choses bien dans la Covid. Honnêtement, on a fait beaucoup de marketing pendant les 10 dernières années pour digitaliser l'économie. Et puis là, d'un seul coup, du fait qu'il y a une distanciation automatique, les gens travaillent depuis chez eux, ils ne veulent pas forcément voir en physique leurs clients, leurs fournisseurs. C'est en train d'exploser et les systèmes d'information n'étaient pas forcément prêts. Les personnes non plus. Et nous, ça fait plus de 10 ans qu'on prêche effectivement pour le cloud en France et sur nos marchés. Alors c'est ça la grande rupture, c'est qu'en fait on fait, je crois qu'on appelle ça des leapfrogs, des sauts de grenouille dans la technologie, c'est-à-dire on va directement en fait dans le cloud, ça c'est une grande victoire pour vous parce que c'était vraiment une pédagogie qui était compliquée à faire. Donc ça fait une dizaine d'années effectivement qu'on en parle, on a commencé, on était les pionniers effectivement à l'époque, beaucoup de gens disaient pourquoi vous voulez mettre ma paye, ma comptabilité, mon ERP dans le cloud, il est chez moi, ça marche bien. Aujourd'hui, en fait les revenus récurrents du cloud et de la maintenance, c'est pratiquement 80% de notre chiffre d'affaires. C'était à peu près 30 ou 40% il y a 4 ans. Donc on voit bien une grosse accélération. On vend plus de licences, on vend que des solutions cloud aujourd'hui, et avec des croissances relativement fortes. Et on voit bien que ce qui est en train d'arriver, la distanciation, le fait que les gens travaillent en home office, ça a créé aussi une grosse pression sur la sécurité au niveau des entreprises. Ouais. Puisque les gens travaillent avec leur matériel depuis chez eux, pas forcément avec du matériel de l'entreprise. Et dès qu'on est dans un environnement cloud, la sécurité, elle est inhérente à l'environnement cloud. Et c'est pas que nous, nous on en met, mais aussi nos prestataires comme Microsoft ou IBM en mettent.
Et ça, c'est vraiment un coup d'accélérateur qu'on a connu. Ouais. L'image que moi je prenais assez régulièrement à un moment, c'est un peu comme si vous mettiez l'argent sous votre matelas, quoi. Ça ne vous viendrait pas à l'idée. Il est bien plus en sécurité dans une banque. C'est à peu près la même chose pour vos données. Même si pour beaucoup c'est compliqué, tu as quand même l'impression que sur ton disque dur, sur ton serveur, il y a quelque chose physiquement. Ouais, c'est ça, il y a quelque chose de physique. Oui, c'est vrai. Il y a une petite appréhension de dépossession à un moment donné, mais on a tellement de clients qu'on fait le saut. Enfin, à la fin de l'année, 100% des cabinets d'expertise comptable de Cégide seront dans le SaaS. Et 100%. Est-ce que Cégide, entreprise de taille intermédiaire française, peut en faire un élément de souveraineté ? Est-ce que c'est quelque chose qui pèse, ça, dans le choix de vos clients ? Oui, alors on travaille des fois à l'administration, des fois effectivement il y a des données sociales ou fiscales qui sont sensibles, donc en fait on a des partenariats avec Microsoft dès qu'on a besoin de faire des déploiements internationaux, comme par exemple dans le retail, où il faut des pods un peu partout dans le monde. Et puis lorsque c'est des éléments liés qui touchent de près ou de loin à la souveraineté, en tout cas on voudrait bien que ça reste en France, on a effectivement notre partenariat avec IBM, où les serveurs sont en France, pas très loin d'ici d'ailleurs, avec des salariés français. Et ça permet de jouer avec les deux. Non, mais moi je me demandais très prosaïquement si c'était un atout commercial. C'en est un, mais on se rend compte qu'en fait, il y a une vraie reprise en main des États sur le cloud. Et sans même parler de cloud souverain, il y a sur la protection des données des consommateurs ou même des collaborateurs, il y a une vraie protection qui est en train d'arriver. Il est impossible de sortir des données de consommateurs russes en dehors de la Russie. Donc quand vous venez avec votre offre cloud mondiale, il va falloir à un moment donné qu'on réfléchisse à ce genre de choses. Ou bien, par exemple, la Chine a passé une loi il n'y a pas très longtemps où pour être acteur du cloud, il faut être détenu à 51% par quelqu'un qui est chinois. Donc même Microsoft n'y est plus en direct. Donc nous aussi, il faut qu'on s'ajuste pour continuer à délivrer du service auprès de nos clients. Mais vous y êtes, Pascal, parce que, alors il se trouve, et je le dis en toute transparence, Cégide est un de nos partenaires de Bismarck, d'ailleurs, je tiens à t'en remercier, un de nos tout premiers clients. On fait, grâce à vous, une émission passionnante sur la digitalisation, et notamment la digitalisation du retail, mais vous avez un cloud en Chine, j'ai appris donc ça. Donc on en a un en Chine, on en a effectivement à San Diego, à Dublin, on en a un peu partout, en fait. On est obligé de répliquer. Mais oui, mais c'est la force des entreprises de taille intermédiaire, tu comprends ? C'est ça que je trouve très... Tout à fait. On a une vraie agilité. On va relativement vite. On a la chance d'avoir des clients qui nous font confiance parce que c'est pas facile. Et on essaye pour elles non seulement d'appréhender ces problématiques technologiques qui sont pas faciles, les problématiques de sécurité, de données, mais aussi de compliance au niveau... Enfin, les lois dans tous les pays changent tout le temps. Ouais. On parle souvent des lois françaises qui changent beaucoup sur le social ou sur le fiscal. C'est vrai dans tous les pays. La complexité est vraie quel que soit le pays. Et nous, on doit appréhender ce genre de complexité. Et ça aussi, on a découvert à l'occasion de cette crise que c'était un atout pour le cloud, parce que l'ensemble, là encore, un chiffre que j'ai appris grâce à Cégide, 1935 dispositifs d'aide différents existent pour les entreprises depuis le début de cette crise. Non, mais et ça, si tu n'es pas dans le cloud, tu ne peux pas remettre à jour. C'est très, très dur. Et on parle par exemple de la paye. Si on n'est pas dans le cloud, c'est extrêmement dur de faire ces mises à jour qui arrivent tout le temps en temps réel. C'est-à-dire qu'il faut les appliquer. Elles sont pas encore, même des fois, elles ne sont même pas encore publiées. Et il faut déjà, les clients disent non, mais je la veux sur mon système pour faire les payes du mois avec la nouvelle réglementation. Donc en fait, il y a une accélération dans le temps que seul le cloud auquel le cloud peut répondre, et nos solutions dans le cloud répondent. Un mot sur le retail, parce que là aussi, c'est des choses quand même très intéressantes. Là, on s'est rendu compte, on l'a raconté ici, des magasins qui n'avaient même pas l'adresse mail de leurs meilleurs clients et qui, au moment où ils étaient fermés, ne pouvaient même pas leur envoyer des petits messages commerciaux de temps en temps, etc. Là, il y a une prise de conscience. Là, il y a une prise de conscience, et surtout, ce qui est en train de se passer, c'est que les magasins, puisqu'on équipe 70 000 magasins dans le monde, deviennent en même temps une plateforme logistique. C'est-à-dire qu'ils sont en train de diversifier leurs fonctions. Ce n'est pas uniquement de montrer ce que le magasin a en stock et de vendre à des clients. Ça fait partie de l'expérience client dans son ensemble et ça fait partie de l'économie globale de nos retailers. Ça permet de réduire le footprint au niveau écologique, plutôt que d'aller envoyer en permanence de partout. Chaque magasin est un mini-stock et il s'échange des données avec l'omnicanalité, avec nos solutions. Un magasin, c'est en permanence où sont les produits ailleurs dans les magasins ou dans les différents entrepôts.
Et parfois, ce que tu cherches, il est en fait dans le magasin à côté de chez toi. Exactement. Il n'y a pas besoin de le faire venir d'un entrepôt qui est à 50 un endroit, je dis je vais aller le prendre à tel autre endroit. By the way, j'avais commandé sur Internet. Est-ce que, en fait, au lieu de me le faire livrer chez moi, est-ce que je peux pas le prendre dans le magasin? Et tout ça, ça participe à l'économie de façon générale, à l'accélération de l'économie, à l'amélioration de l'expérience client, mais aussi à réduire notre footprint au niveau green. Oui, non, mais ça, je comprends réduire l'empreinte environnementale. Mais avant ça, il y a à survivre, si tu veux, pour les magasins et pour le retail aujourd'hui. Ça va être ça la question. Et donc pouvoir dynamiser l'ensemble de ma relation commerciale, pouvoir faire des propositions de manière beaucoup plus fine, ça, c'est des éléments que tu permets quand même, qui vont être très importants dans le redémarrage. Et on écoute aussi beaucoup, on a pas mal de marques de luxe qui sont très très en avance sur ce genre de choses. On travaille énormément avec nos clients en amont, on les écoute beaucoup, là où ils vont, là où ils voient le retail demain. Et ça nous permet, nous, de mettre ça à l'intérieur de nos solutions pour pouvoir servir le plus grand nombre. Dans la stratégie de Cégide, là, alors il y a pas mal d'acquisitions d'ailleurs, voilà, ça... Faudra me réinviter, je pourrais en parler beaucoup plus. Mais je vais pas te demander lesquelles, etc. Et puis en plus, c'est souvent des petites boîtes, tout, bon, bref. Mais la stratégie, justement, la vision, c'est quoi? Quelle brique est-ce qu'il faut aujourd'hui aller chercher pour être plus efficace? Donc on pense vraiment, avec ce qu'on a construit sur les 3/4 dernières années, que Cégide aujourd'hui, c'est une base extrêmement solide pour créer un champion français au niveau des applicatifs du SaaS. Donc on va consolider effectivement en France, mais aussi en Europe et dans d'autres pays, un certain nombre d'acteurs pour accélérer le développement de Cégide. Ça, c'est important. Il y a beaucoup d'acteurs qui nous aident de ce côté-là et on va continuer. Donc, c'est pour faire de la conquête client, finalement, la première des stratégies. Client, tout à fait. Voilà, et on a réussi quelque chose en très peu de temps. On a mis une très grosse partie de nos clients dans le SaaS. Il y a beaucoup d'éditeurs qui en sont à leur prémisse aujourd'hui de toutes ces migrations. On a un vrai savoir-faire et on pense qu'on est capable d'aider ces entreprises à les servir ses clients. Donc, dans quel domaine? Eh ben, dans les domaines que l'on sert, que ce soit la paye, les talents, que ce soit le retail, que ce soit le RP, sur le marché d'expertise comptable. Et en fait, il y a beaucoup d'offres de techno qui sont en train d'arriver entre le data et la machine learning. Et ça nous intéresse énormément. On est en train de révolutionner comment les entreprises vont travailler. On parlait de digitalisation de pièces, c'est bien de digitaliser la pièce, mais si elle peut être reconnue en automatique et imputée automatiquement dans les différents logiciels, sans intervention humaine, et c'est ce qu'on est en train c'est ce qu'on propose là en ce moment à un certain nombre de professionnels, c'est juste, ça révolutionne complètement le rapport que l'on a avec tous ces flux physiques ou digitalisés. Même si ça reste... Et je le sais, pour être au contact vraiment d'énormément d'entreprises, un colossal point d'interrogation. C'en est un. C'est-à-dire, aujourd'hui, machine learning, intelligence artificielle... Là aussi, pardon, j'ai une formule que j'aime bien, c'est comme le sexe adolescent, c'est-à-dire tout le monde en parle, personne ne le fait. C'est vraiment, ça commence quand et quel est le numéro de téléphone, quoi? J'ai pas parlé d'intelligence artificielle, je me méfie aussi de ces mots-là. C'est ça, pour l'instant, machine learning. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on a développé des solutions qui apprennent, et c'est les utilisateurs qui apprennent à ces solutions à répéter la façon dont l'utilisateur les utilise. Et une fois que la solution sait, elle va le faire beaucoup plus vite et elle va apprendre en le faisant. Donc, ces outils de machine learning, ils sont un peu lents sur les premières semaines et les premiers mois. Et dès qu'ils ont tout le savoir qui a été rentré, ils vont à une vitesse incroyable. Et d'après ce que tu dis, c'est dans le retail que tu as l'expertise comptable, tout ce qui manipule beaucoup de données, tout ce qu'on est en train de faire au niveau des flux bancaires. Il y a énormément d'intelligence sur les flux bancaires. C'est peu utilisé par les petites entreprises. On met à disposition là, des outils qui permettent de faire une prévisionnelle de trésorerie en rapprochant ce qu'il y a dans les comptes bancaires de ces petites entreprises avec ce qu'il y a dans les dossiers qui sont soit dans les centres de gestion, soit au niveau de l'expert comptable. Et en mettant ces informations ensemble, ce que personne n'avait fait jusqu'à présent, en mettant de la machine learning, on est capable de mettre de la prédictibilité dans le flux de trésorerie de la TPE. Et ça aussi, c'est alors une directive quand elle est passée, et qui est celle qui, en fait, instaure et nous rappelle que vos données bancaires vous appartiennent à vous.
et que la banque doit les communiquer à des partenaires comme Cegid à partir du moment où vous êtes d'accord pour qu'elles soient communiquées, ça ouvre un champ de business qui est un champ absolument considérable. Donc nous, on pense que la donnée, elle est à l'utilisateur et elle est à tout le monde. Personne ne devrait être propriétaire de la donnée à part l'utilisateur. Oui, voilà. Moi, je suis propriétaire de ma donnée. Mais il ne peut pas y avoir une entreprise ou une instance qui dit non, mais ces données-là, elles sont à moi, que j'ai collecté d'autres clients. Je pense que c'est un bien... Même pas à Cegid. Non, c'est un bien public. D'ailleurs, on travaille beaucoup avec nos amis experts comptables sur ces notions de data lake et de mettre ensemble un certain nombre de données de ses clients et que chacun puisse aller les exploiter. Certes, nos logiciels vont aller taper à l'intérieur pour aller faire de l'analyse prédictive, mais les données ne nous appartiennent pas. Nous appartiennent. Et donc tu peux les ouvrir y compris à tes concurrents. Non, mais à ce moment-là, quand on va les taper sur ces données-là, c'est souvent des données qui sont soit dans les cabinets d'expertise comptable, soit chez les clients. Elles ne nous appartiennent pas. On est gardien, quand on les a sur nos serveurs, on est gardien de ces données-là. On n'en a pas la propriété. Ouais. Donc c'est le client qu'on a la propriété. Un dernier point sur lequel tu insistes beaucoup, Pascal, les nouveaux outils conduisent à travailler différemment, c'est-à-dire c'est la formation. Ouais. Ouais, donc il y a un vrai changement et je comprends que à ce niveau-là, tous ces mots, où est-ce que je téléphone sur l'intelligence artificielle, ça peut décontenancer. C'est vrai que il y a une grosse partie des tâches qui étaient faites manuellement et d'un seul coup, ces tâches manuelles, il y en a une partie qui sont faites automatiques. Automatiquement, on a l'impression que c'est une boîte noire. On ne sait plus ce qui se passe, on ne sait plus vraiment quel est son rôle. Et donc, on a un accompagnement fort, que ce soit des cabinets d'expertise comptable ou de nos clients, dans tous ces changements, parce qu'il y a de la valeur ajoutée à les prendre sur ce niveau d'usage, mais pas s'accrocher aux usages anciens qui sont en train d'être complètement automatisés. C'est ça, c'est pas faire la même chose avec du digital, c'est vraiment faire autrement. Ouais. Et d'ailleurs, on le dit beaucoup aux entreprises et aux cabinets d'expertise comptable, si vous prenez ces outils de collaboration et des outils qui vont digitaliser, c'est un change. Il faut manager le changement à l'intérieur de vos entreprises ou de vos cabinets. C'est pas parce que vous allez installer un nouveau système, un système Cegid, que d'un seul coup, le cabinet va devenir digital ou l'entreprise va devenir digitale. C'est pas vrai. C'est une condition essentielle, mais il faut qu'il y ait un projet d'entreprise. Il faut que l'entreprise parle à ses clients, parle à ses fournisseurs, parle à ses collaborateurs. C'est un changement global de ces processus. Pascal Houillon, le patron de Cegid, était notre invité sur Bismart. On termine en philosophant un peu.